Et coucou, ça y est, me revoilà. Alors, j'espère qu'on va être nombreuses aujourd'hui. Franchement, c'était tellement bien les derniers lives là qu'on a pu avoir lundi, jeudi dernier. C'était génial. Il y avait beaucoup de partage, beaucoup de personnes qui étaient présentes et ça faisait vraiment chaud au cœur. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Là, j'ai un petit commentaire. J'espère que... Ah ben voilà, Nadou, elle est là. Ça y est. Tu vois, je te cherchais, Nadou. Je me disais, mais tiens, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Très bien. Donc voilà, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Très heureuse encore une fois d'être là avec vous, de pouvoir partager ce moment qui est vraiment un moment très intime, qui est vraiment dédié pour les mamans qui ont effectivement cette difficulté avec leur enfant TDAH. Bonjour Nadou, bonjour. Très heureuse de te retrouver. J'espère que tu as partagé à fond de ton côté avec d'autres mamans qui seraient peut-être aussi intéressées d'avoir éventuellement des échanges avec des mamans qui sont comme elles ou peut-être qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être un petit peu guidées dans cette aventure que d'être maman d'enfant TDAH. Donc, vraiment, n'hésitez pas, dès que vous arrivez sur ce live, de faire un petit coucou, même si vous êtes là de passage, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème là-dessus. N'oubliez pas que je fais ces lives, c'est pour vous, hein. C'est pour vous, moi, j'ai pas d'intérêt, si vous voulez, à le faire. Je le fais vraiment parce que j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous aider et vous permettre ben voilà, de solutionner certaines problématiques, d'avoir peut-être des réponses aussi, parce que parfois, quand on vit une expérience comme ça, eh bien, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, et puis on se sent souvent un peu seul aussi. Donc, on a besoin d'avoir vraiment des retours, soit de personnes qui sont plus expérimentées, soit simplement des personnes ben, qui vivent exactement les mêmes défis que nous. Et ça, c'est toujours quand même intéressant de pouvoir échanger, partager nos émotions, nos ressentis, ben, nos victoires ou nos problèmes avec d'autres mamans. Voilà, alors je parle souvent aux mamans, vous le savez, mais il y a aussi, bien sûr, les papas sont tout à fait la bienvenue. Vous pouvez très bien partager aussi ce post ou cette communauté avec vos compagnons, vos maris. Bien sûr, les papas sont tout à fait la bienvenue. Il n'y a absolument aucun problème. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un thème, encore une fois, qui m'a été inspiré, j'ai envie de dire, par soit ce que je peux vivre moi-même dans la semaine, soit par des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres mamans. Souvent, c'est lors de coaching. Et c'est ce qui me permet d'alimenter régulièrement chaque semaine des sujets différents. Et là, cette fois-ci, bon, c'est un sujet qui est quand même assez large puisqu'on va parler de notre rôle de maman concrètement. C'est-à-dire que, puis ça a été mon expérience aussi, on se sent parfois plus une éducatrice qu'une maman et on n'arrive plus à trouver finalement du sens dans ce que l'on est en train de faire avec nos enfants. On se dit, mais finalement, comment est-ce que je peux revenir à ce rôle simplement d'être juste une maman qui aime son enfant, qui l'accompagne, qui l'aide à grandir. Voilà, ça va. Quand on en parle comme ça, on se dit, mais enfin, ça va, c'est naturel, ça, c'est pas quelque chose. Bah, détrompez-vous. D'abord, ce n'est pas naturel pour tout le monde d'être une maman. Parfois, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investigation, d'énergie, parce que ben, des fois, il y a des blessures que l'on porte et qui ne sont pas évidentes et qui nous faut traverser, qu'il nous faut dépasser. Donc, être maman n'est pas si simple pour tout le monde, mais en plus, quand on traverse cette expérience à travers le handicap d'un enfant, qui est en plus un handicap invisible, vous le savez, ça se voit pas forcément là comme ça quand on regarde l'enfant, mais on s'aperçoit au quotidien que c'est très handicapant pour tout le monde, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour les parents, pour les frères, les sœurs. Et donc c'est vrai que la maman parfois, très souvent même, je dirais, se sent un petit peu démunie parce qu'elle n'a plus vraiment l'impression de laisser de la place. Nadou, je pense que tu te sens un peu concernée, n'a pas l'impression de laisser de la place juste à ce rapport un peu charnel qu'on peut avoir avec l'enfant, le fait de le sentir contre soi, de sentir son odeur, on se souvient de lui bébé, d'avoir simplement cette relation presque fusionnelle avec son enfant. Et on a l'impression, voilà, Nadou, hein, et c'est vrai qu'on a l'impression d'être finalement une éducatrice, une enseignante, une avocate, une médiatrice, un gendarme, tout, sauf une maman. Donc ça, c'est très compliqué. Et c'est tellement dommage parce que finalement, on se sort totalement
de la raison pour laquelle on voulait cet enfant au départ. Alors parfois il peut être arrivé comme ça par accident ou parce que, bon voilà, on n'avait pas prévu, mais enfin ça reste normalement un cadeau de la vie. Un gendarme, voilà, pour Nadou. Nadou, c'est le képi, hein. C'est le képi avec le sifflet et ça file droit. Alors bon, voilà, Nadou, c'est vrai qu'elle me disait souvent, hein, tu me confirmeras, que bah, effectivement c'est très compliqué de se quitter ce rôle-là parce que quelque part, je pense, en tout cas pour Nadou, je pense que c'est le cas. Mais oui, elle me meurt de rire, mais c'est vrai. Je pense que c'est aussi un rapport de confiance en elle-même et surtout c'est une protection parce que on se dit si on n'est pas assez autoritaire, certainement on le pense comme ça, si on n'est pas assez autoritaire, on va se faire bouffer, on va être vite dépassé et donc quelque part c'est une protection. On se dit voilà, dès le moment où je suis encore autoritaire, je tiens encore un peu quelque chose. Donc c'est cette peur de perdre le contrôle. Alors Nadou, pour pas te cacher la vérité, et je te l'ai déjà dit, me semble, hein, mais moi j'ai été comme ça pendant des années. J'ai été vraiment le gendarme colonel en chef, vraiment où je me disais, bon, tant que je gueule tous les jours, tant que je bouge et que je brasse de l'air toute la journée, je me dis au moins là, j'existe. Je ne me suis pas effacée derrière mon enfant qui prend trop de place. Alors c'est vrai que peut-être qu'il m'était imposé tout cela, enfin, mais en réalité il y a d'autres façons de fonctionner. Et c'est surtout que dans tout cette énergie qui est déployée autour de l'enfant, on s'épuise. On s'épuise totalement et puis on perd totalement la relation même avec l'enfant qui doit rester une relation vraiment d'amour, de tendresse. Et même si, bon, pour n'importe quel parent et n'importe quel enfant, dans la relation par-enfant, bon, des fois, il y a des petits couacs, il y a des petites tensions, mais ça, c'est normal. Dans toutes les relations, c'est comme ça. Mais là, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est pas possible, en fait. Il n'est pas autorisé de vivre une chose pareille. Il faut vite mettre le frein à main, un bon coup de frein à main, et puis essayer de se dire, voilà, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, est-ce que je réagis comme ça? Est-ce que le comportement de mon enfant mérite à ce point que je sois aussi investie et aussi autoritaire, aussi dure? Et puis parfois, c'est même simplement, on a des mamans aussi qui sont totalement coupées de leurs émotions, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de ressenti vis-à-vis de l'enfant. Elle est juste dans le faire, mais elle n'est plus dans le être. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà là-dessus. C'est vrai que c'est très important de ne pas être toujours dans le faire. Bien sûr, vous avez des obligations, il y a des contraintes qu'il faut tenir et on le sait, ça fait partie du truc, hein. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une relation avec son enfant et que cet enfant, il a besoin de nous en tant que maman. Et c'est surtout ça qui va lui permettre de pouvoir évoluer au mieux. Donc, c'est un petit peu le sujet que je voulais développer aujourd'hui. Je pense que de toute façon, on est de près ou de loin un petit peu toutes concernées par cela. Parce que c'est vrai que le TDAH, c'est vraiment un trouble qui est très envahissant et qui nous sort un peu de notre naturel, on va dire. On est toujours en train de sortir de nos gonds, on est toujours en train de surjouer un peu notre rôle de mère. Et bon, ça, il faut entraver ça vite, vite, vite. Et il faut faire quelque chose pour que ça se passe mieux. Donc déjà, moi, je voulais vous donner les 4 clés. Alors, j'aime bien vous donner des clés parce que je pense que c'est ce qui est encore plus marquant, plus impactant. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir mettre facilement en application des notions assez simples. Et voilà, il faut que ça soit à votre portée. Il ne faut pas que vous m'entendez parler dans le vide sans pouvoir mettre ensuite en application des choses concrètes. Parce que sinon, ça ne sert à rien ce que je fais. Donc, je dirais que la première clé, c'est de, attention, ne donnez pas trop d'importance aux troubles, au pluriel, de votre enfant. Parce que c'est vrai que parfois, on a cet esprit totalement focus sur l'handicap de l'enfant. Donc, c'est voilà tous les troubles qu'il peut avoir. Alors, ça peut être d'hyperactivité, ça peut être d'impulsivité, ça peut être un enfant qui a tendance à répondre, un enfant qui a tendance à bouger trop, un enfant qui pleure trop souvent. Tout ça, effectivement, c'est bien là. On ne peut pas le renier puisque c'est bien là, on le voit, on le sent, on le vit. Mais il s'agit d'une chose, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas enlever ces troubles. Ils sont là, ils existent. Et bon, à la limite, on peut bien sûr les aider à apaiser ça. C'est ce que je me tue à vous dire depuis des mois et maintenant plus d'1 an. C'est de vous expliquer qu'effectivement, notre comportement peut beaucoup amoindrir certains troubles. On ne peut pas les enlever, hein, mais on peut en tout cas les aider à s'apaiser.
Donc, la première chose, c'est de ne pas trop être focus sur les troubles de votre enfant parce que du coup, votre esprit ne peut pas voir autre chose. C'est très difficile pour l'esprit, pour le cerveau de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a de plutôt de positif, tout ce qu'il y a de joli, de mignon. On va être focus sur que le négatif finalement. Donc, ça, c'est un travail que vous devez faire, mais qui doit se faire vraiment régulièrement, tous les jours. On dit, attends, ok, il y a le trouble, mais il y a peut-être autre chose d'agréable aussi chez mon enfant. Il ne faut jamais voir la coupe à moitié pleine, ou plutôt à moitié vide. Il faut essayer de voir aussi ce qu'il y a et qui vous apporte de la joie, qui vous mène et qui fait que vous vous levez tous les matins quand même. Il y a bien une raison. Donc ça, c'est important de se reconnecter à ces sensations-là de votre enfant, juste votre enfant, et pas de cet enfant TDAH. C'est votre enfant. Donc, évidemment, ça va vous obliger à être un petit peu plus conciliante, un petit peu plus compréhensive, parce que, voilà, de toute façon, si on passe notre temps à rester focalisé sur tous ces aspects un petit peu encombrants, contraignants, eh bien, finalement, on se coupe un peu de notre amour pour notre enfant. Oui, il n'y a pas de souci, Nadou, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, voilà, il faut faire très attention de ne pas être toujours cette personne vindicative, toujours à regarder à la loupe tout ce qui se passe. Votre enfant, il a des troubles, c'est un fait, mais essayez d'élargir un petit peu. Donc finalement, c'est un peu changer notre angle de vue. L'enfant a un TDAH, mais ça reste quand même un enfant qui a des sentiments, qui a des ressentis, qui a des besoins aussi. Et qui a besoin beaucoup de l'amour de sa maman. Donc ça, il ne faut pas se couper de ça, c'est très dangereux parce que... Bonjour Marion, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, bonjour, n'oubliez pas, hein, vous passez, hop, vous faites un petit coucou, vous présentez, on est là ensemble et on passe du bon temps. Alors oui, donc Marion, parce que bon, tu arrives un peu comme le cheveu sur la soupe. Donc comme j'expliquais, le sujet, c'est je me sens plus une éducatrice qu'une maman. Comment est-ce que je peux retrouver justement, remettre du sens dans mon rôle de maman? Hein, dans cette maman qui a tendance à être focalisée sur les troubles de l'enfant, qui est focalisée sur tous ces aspects un peu négatifs, contraignants. Donc je vous amène à revenir à des choses essentielles. Ça aussi, Marion, je pense que c'est un sujet qui va beaucoup t'intéresser. Donc vraiment, soyez beaucoup plus compréhensive, plus conciliante. Oui, il est TDAH, mais c'est aussi un enfant qui a des besoins. Et moi, ces besoins, j'ai les mêmes aussi. Moi aussi, j'ai besoin de cet amour de mon enfant. Donc, de temps en temps, on fait un peu la paix. Vous savez, on balance le petit drapeau blanc. Allez, c'est bon, on fait une trêve. Parce que je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre toute une vie comme ça, ou du moins toute sa parentalité, avec cette épée de Damoclès sur la tête en se disant, ben, en fait, tu vas en chier toute ta vie, quoi. Moi, je vous l'avais déjà raconté, cette anecdote de cette éducatrice qui m'avait dit, aussi une psychologue scolaire, qui m'avait diagnostiqué mon premier fils et qui m'avait dit, vous ne serez plus une maman, vous serez une éducatrice. Cette femme m'a fait beaucoup de mal parce qu'en réalité, ce message-là est resté dans ma tête, mais pendant des années. C'est-à-dire qu'elle a planté une graine qui est devenue un chêne bien solide et enchaîne les chaînes aussi, vous voyez, c'est comme quoi je n'ai pas choisi le mot par hasard. C'est vraiment quelque chose qui m'a hantée pendant des années. Sans m'en rendre compte, c'est bien des années plus tard que j'ai réalisé qu'en réalité, je m'étais octroyé un rôle avec une belle armure en acier, en béton, vous savez, où je m'étais projetée finalement dans un mode avec mon fils qui n'était pas du tout approprié parce que c'est vrai que mon enfant était dur, c'est vrai qu'il m'en a fait voir vraiment de toutes les couleurs, mais je suis persuadée que ce rôle que j'ai pris là, qui n'était pas le rôle que je voulais prendre en fait, parce que moi je voulais que de l'amour, et je pense que je me suis coupée de mes ressentis aussi, et c'est vrai que honnêtement, ça a fait que du mal, parce que je pense véritablement que j'ai été coupée de lui pendant toutes les années qui ont suivi. Je pense que j'essaie à peine de renouer aujourd'hui affectivement avec lui, et c'est très dur parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc quand moi j'ai des élans de générosité, de gentillesse, d'amour vis-à-vis de lui, eh bien on sent que c'est pas encore
Alors chez moi c'est plutôt naturel, mais chez lui c'est compliqué parce que il n'a pas l'habitude. Donc c'est très triste finalement hein, de devoir reconstruire quelque chose alors que c'est déjà un adulte. Et pour pas en arriver là, il est très important d'être conscient que vous n'êtes pas des éducatrices. Il y a des gens qui sont là pour ça. Vous êtes, vous, une maman. Donc, il faut vraiment renouer avec ça. C'est très, très important. Même si parfois, il vous en fait voir de toutes les couleurs. Je vous en parle par expérience. Et Dieu sait s'il a été dur. Et il lui arrive encore parfois de l'aide. Donc, il faut vraiment prendre une certaine mesure par rapport à ça. C'est très important. Et puis, il y a une chose aussi sur laquelle on se fait un peu piéger, c'est vrai. C'est que on compare souvent notre enfant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène. Bonjour Valérie, bonjour, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à venir toutes les mamans, à partager autour de vous aussi pour cet événement qui est toujours très agréable. Je ne sais pas pour vous, mais enfin, moi je trouve que c'est toujours très agréable. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit Marion, Nadou ou Valérie. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, c'est vrai que il y a un phénomène que l'on peut témoigner, enfin je pense, hein, mais moi je sais que pendant très longtemps ça a été mon cas, où effectivement on va comparer. On va comparer avec ces enfants qui sont dits normaux, qui n'ont pas le TDAH et qui évoluent normalement, voilà, qui n'ont pas particulièrement de, voilà, ils ont leur tempérament certes, mais enfin ce sont des enfants qui évoluent tout à fait correctement. Et on va les comparer à ces enfants-là. On se dit oui, mais tu vois, lui, il fait pas ça. Ouais, mais tu vois, lui, il me parle pas comme ça. Puis lui, tu vois, quand il est comme ça, ben, il fait pas ça. Et on est tout le temps, constamment en train de comparer. Et quelque part, c'est un petit peu aussi un effet boomerang. Parce que finalement, c'est un peu ces gens aussi autour de nous qui nous renvoient cette image de l'enfant qui est tout à fait normal. Vous savez, dans les discussions parfois entre mamans, ah, c'est vrai, vous avez des mamans qui vous disent ah, ben c'est vrai que moi, le mien, il fait pas ça, quoi. Il réagit pas comme ça. Ou, bah, c'est vrai que, bon, ton enfant, là, j'avoue que là, quand même, il est pas pareil, quoi. Et donc, tout ça, ça vous renvoie constamment au fait que, ben, en fait, votre enfant, il est pas comme tout le monde. Donc, ça, c'est très dur parce que on doit faire genre, tout va bien, mais intérieurement, on bouillonne et on se dit, mais bon sang, mais je mérite pas ça. C'est pas juste, quoi. Donc, il faut vraiment éviter, justement, de comparer un enfant avec, enfin votre enfant TDAH avec un autre enfant qui n'a pas le trouble. Vous savez, moi je compare souvent avec des choses assez catégoriques. Le problème qu'il y a, c'est que nous, c'est un handicap invisible. Ça se voit pas. Ça se ressent, ça se pressent, on voit dans les comportements. Voilà, c'est tout. Mais moi, j'aime bien prendre un comparatif, par exemple, à un handicap qui est tout à fait visible. Par exemple, un handicap moteur. Quand vous voyez, par exemple, un enfant en fauteuil roulant, mais jamais personne ne se permettra de comparer l'enfant qui est en fauteuil avec un enfant qui marche. Vous comprenez? Et même pas la maman. Pas la maman, elle va pas comparer à son enfant qui marche, enfin qui marche pas, pardon, qui est en fauteuil avec un enfant qui marche. Elle le fera pas parce que, enfin, c'est incohérent, c'est inutile en plus. Ça sert absolument à rien, ça vous ferait du mal. Enfin, à un moment donné, peut-être qu'elle va se dire, cette maman, bon, bah, c'est vrai que mon enfant, voilà, bon, pêcheur, il restera en fauteuil toute sa vie. Il n'aura peut-être pas la même évolution que l'autre enfant qui marche, qui court et qui fait ce qu'il veut. Mais elle va jamais le comparer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous, du fait que ça soit un handicap invisible, eh bien, on a tendance à comparer. Il y a quelque chose qui est inévitable en nous et on a besoin de comparer parce que est-ce que c'est pour se faire plaindre? Je crois pas. Je pense que c'est réellement on se sent accablé de quelque chose. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que finalement, votre enfant, il le ressent aussi ça. Il se dit, bah finalement, ouais, ben bon, moi en fait, je suis pas comme tout le monde, quoi. Puis j'ai comme je disais la dernière fois, un petit truc en plus. Voilà, comme dans le film. Valérie, oui, ça va la reprise de l'école après 2 semaines de vacances. Waouh, je dois féliciter mon fils qui n'a pas fait de crise. On a passé des vacances géniales. Super, Valérie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui vous avez fait vous, votre partenaire, votre mari, je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été préparées en amont? Racontez-nous, Valérie, racontez-nous. C'est ça qui est intéressant aussi de savoir. Peut-être que des choses qui ont marché pour vous pourraient marcher pour d'autres. Donc franchement, partagez à fond. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle. Et je sais combien ça peut être vite. Comment dire? Ça peut être un poison que de vivre des vacances avec nos enfants TDAH qui font des crises sans arrêt, ça nous gâche tout. Donc, quand vous me dites, on a réussi à passer ces vacances
en toute quiétude. Franchement, je sais combien c'est tellement important. Donc bravo, bravo pour ça. Donc voilà, ne comparez plus, mesdames, ne comparez plus. Je pense qu'il faut simplement regarder votre enfant comme il est, en toute sincérité, avec cette conscience qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Mais bon, voilà, se dire, il y a peut-être des bonnes choses aussi, il y a peut-être des choses qui sont hyper positives. Moi, j'ai envie de vous dire, voyez les troubles de vos enfants, finalement, comme des qualités. Alors, vous allez me dire, oh, c'est un peu tiré par les cheveux, petite qualité, quoi, qualité? Il n'y a pas de qualité hypersensible, pas de qualité hyperactive. Bah si, il y a des qualités. Si on veut parler par exemple de ces deux troubles, bah, l'hypersensibilité, ça peut être aussi un enfant qui va être très empathique, qui va être très généreux, qui va beaucoup partager les choses avec les autres parce que ben, il est tellement dans l'empathie justement que il va se dire ben, moi j'ai envie d'aider les autres parce que j'aimerais qu'on m'aide. Donc il va renvoyer ça sur les autres, avec ses frères, avec ses pères, avec voilà les gens qui l'entourent. Donc ça peut être une très belle chose. Nadou, ouf, une après-midi tranquille toute seule avant demain le boulot. Bah super. Vous voyez, donc là, ça commence à changer. On commence à avoir des belles nouvelles, des belles petites, des beaux petits retours des mamans qui viennent régulièrement. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment génial. Donc vous voyez que finalement, ben voilà, l'hypersensibilité, ben, en fait, c'est juste un enfant qui a le cœur sur la main, qui est très empathique, qui a une grande générosité et qui peut donner beaucoup d'amour autour de lui. Parce que justement, c'est ce dont il a besoin lui. Donc, ben, il a ce truc de donner aux autres aussi. Et donc, ça devient une qualité. Si par exemple votre enfant est hyperactif, comme beaucoup, pour beaucoup de vos enfants, des mamans qui sont là, bah, c'est aussi un enfant hyper créatif, qui est beaucoup dans le ludique, qui aime quand ça bouge, quand ça vit, qui est rempli d'énergie et qui peut décupler beaucoup d'énergie à vous rendre heureuse ou à rendre heureuse sa famille, qui peut être très imaginatif. Moi, je me rappelle que mon grand, par exemple, c'est toujours très impulsif. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Je me sens impulsif, je sais pas comment faire. Ça pourrait être le sujet d'un autre live. Mais bon, voilà, il pose plein de questions. Et c'est vrai que moi, je vois Enzo quand il est à la maison, depuis qu'il est tout petit, c'est lui le moteur de la fratrie. C'est celui qui avait toujours des idées farfelues, qui avait toujours plein de choses dans la tête, qui était toujours dans la créativité, dans le ludique. Et son frère, il l'idolâtre Enzo parce que finalement, c'est toujours un gamin qui l'a toujours poussé, toujours poussé. Alors par contre, le deuxième est beaucoup plus feignant du coup parce que c'est l'autre qui faisait tout. Mais je me souviens par exemple d'une anecdote que je peux vous partager pour vous montrer que finalement, ces enfants hyperactifs, ils sont peut-être hyperactifs, mais du coup, ils ne supportent pas quand tout est calme et puis qu'il n'y a rien. Je me souviens qu'une fois, on avait fait l'Halloween et que, bon, ils avaient quoi? Ils avaient peut-être 8 ans et 5 ans, un truc comme ça, 8 ans et 4 ans. Et il pleuvait, il faisait un temps de chien, donc évidemment, on n'a pas pu aller chercher les bonbons chez les voisins. Donc évidemment, pour eux, ils avaient les costumes, ils avaient tout prévu. Puis bon, bah, c'est tombé vraiment, c'est qu'à le dire, c'est tombé à l'eau. Et je me rappelle que le plus petit, mais il était dégoûté. C'était certainement un de ses premiers Halloween où il allait vraiment profiter. Puis il n'a pas pu le faire, donc il était dégoûté. Ah, mais le Enzo, du haut de ses 8 ans, hop, on va faire une chasse au trésor dans la maison. Alors, j'avais préparé des énigmes, des machins. Et puis lui, il avait joué le jeu, il avait remonté à bloc l'humeur de son frère pour qu'il soit content et tout ça. Et c'est vrai que franchement, j'en ai des photos de celle-là. Il faudrait que je vous les partage une fois. Mais ils étaient maquillés et tout. Alors bon, le plus petit était un peu miné quand même. Mais son frère avait mis beaucoup d'énergie pour essayer de lui faire passer une bonne soirée. Il était content parce que lui, ce qu'il voyait, c'était que c'était Halloween et que c'était le moment de s'amuser, qu'il y avait les bonbons. Donc tout ça fait que cet enfant, finalement, il m'avait sauvé la vie ce soir-là. J'ai dit, oh, mais c'est génial. Et il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui a toujours des idées, qui essaye toujours d'occuper l'esprit de tout le monde. Alors, des fois, c'est pas fatigant parce qu'on n'a pas envie, mais je reconnais qu'un jour comme celui-ci, ça a été une aubaine, en fait, pour nous. Nadou, oui, ils me font tourner la tête des fois, bien sûr, sinon il n'est pas TDAH, hein, c'est pas rigolo. Valérie, on a fait des activités avec lui, il a été en stage la première semaine et la deuxième il a été chez un copain et le copain est venu et tout s'est bien passé, il a besoin toujours d'être en activité, voilà c'est ça. Hein. Ce n'est pas toujours facile mais il le sait
car il ne sait pas toujours jouer tout seul. Eh oui. Mais ici, on voit qu'il grandit, il se prend un peu en main et essaie de trouver des solutions pour ne pas s'embêter et ne pas jouer aux jeux vidéo. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'il a quand même pris cette conscience que de toute façon, il faut qu'il bouge, il faut qu'il remue, il faut qu'il y ait des choses à faire. J'ai envie de dire, quand tout le monde est au courant de ça, après on met des choses en place. On va pas se laisser avoir. Peut-être se fait avoir la première, la deuxième fois, la troisième fois on se fait plus avoir, donc on le sait, on sait que ce sont des enfants qui ont besoin d'être toujours en activité, donc on met en place des choses pour que ça se passe bien. Donc bravo Valérie, bravo, ça veut dire que vous commencez à avoir un nouveau fonctionnement avec lui et que les choses se mettent en place tout doucement. Donc l'essentiel pour vous c'est le résultat, c'est de voir que finalement cet enfant il a pu être vraiment beaucoup plus conciliant par rapport aux autres fois. Nadou, mon grand, me dit souvent qu'il s'ennuie. Oui, parce que de toute façon, alors vous avez le TDAH qui va être très entreprenant, qui va prendre les choses en main, qui va essayer de mettre des choses en place. Et puis il y a d'autres qui vont être au contraire plus passifs. Moi, mon deuxième est comme ça, il est beaucoup plus passif. Et c'est vrai que là, depuis que le grand frère n'est plus trop là à la maison, parce que maintenant il vit sa vie d'adulte, il travaille, il a sa copine, bon, bah, il s'ennuie un peu parce qu'il s'est tellement reposé du coup sur son frère que là maintenant il sent que mais de rien Valérie, il sent que c'est très compliqué de devoir faire les choses tout seul. Donc il faut leur apprendre aussi à être un peu plus dans l'autonomie, à planter des petites graines tentant, tiens, tu as ça, tu as ça, tu as ça, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Puis hop, on met des graines, puis on se dit, tiens, il va pouvoir commencer à élaborer quelque chose. Il faut aller toujours, il faut leur prémâcher le travail pour pouvoir les occuper, mais il ne faut pas faire à leur place. Alors c'est vrai qu'Enzo lui avait il faisait tout à la place de l'autre, donc forcément c'était compliqué à la fin. Mais voilà, il faut avoir un juste milieu. Il faut planter la graine, puis il faut les laisser chercher, il faut les laisser voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que la journée passe plus vite. Donc, vous voyez que cette première clé, c'est de ne pas faire trop attention à ces troubles. Vous y faites attention quand il s'agit de les accompagner, de mettre en place des protocoles à la maison, que ça soit avec les spécialistes, les médecins, oui. Mais après, dans le quotidien, je pense qu'il faut quand même surtout écouter la voix de l'enfant et pas la voix du TDAH. Nadou, il est autonome, il a 9 ans et demi. Alors, qu'est-ce que tu appelles par autonome, Nadou? J'ai besoin de savoir. Si pour toi, l'autonomie, tu parles uniquement de sa méthodologie, c'est-à-dire pouvoir faire ses devoirs seul ou ranger sa chambre seul, tout ça, ça c'est génial. Mais parfois, l'enfant manque de créativité et c'est là où ça bloque un petit peu, il ne sait pas trop quoi faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... Il y a des outils aussi qui existent. Moi, je sais que j'ai mis par exemple pour ma troisième qui est très très créative et qui est un peu feignante des fois, bon, je lui ai mis plein de choses à disposition dans sa chambre pour qu'elle puisse s'occuper, mais où elle a des choses à faire elle, c'est-à-dire j'ai acheté des trucs pour faire de la poterie, j'ai acheté des feutres spéciaux machin pour faire des dessins, des tableaux, vous savez, vierges là où elle peut peindre. J'ai essayé de l'amener à faire de la création, mais sans que je sois derrière elle et que je lui mâche le travail. C'est-à-dire qu'elle a tout à disposition, c'est juste elle maintenant qui doit se prendre en main, quoi. Il range pas sa chambre, il n'a pas envie. Alors, qu'est-ce que tu appelles par de l'autonomie? C'est ça que j'ai besoin de savoir, parce que tu vois, quand je t'ai demandé de le rendre un peu plus autonome dans la phase de jeu, tu me dis, ben non, il est déjà autonome. Oui, mais c'est quoi pour toi l'autonomie? Marion, mon fils a été affreux toute la semaine dernière, incontrôlable, car il a refusé son traitement. Ah, alors là, oui. Pendant 8 jours, j'ai passé la semaine à me faire insulter du matin au soir. J'allais même m'isoler au fond du jardin. Il venait carrément pour m'insulter, de la persécution. Il m'a aussi frappé. J'ai appelé l'hôpital pour qu'ils le prennent, mais ils n'ont pas de place en pédiatrie. Oui, bon là, donc je pense que Marion, effectivement, tu es face à un cas quand même très très dur. Il faut vraiment, je pense que tu fasses... je- on se parlera en privé, Marion. Je pense qu'il y a peut-être des choses à mettre en place là, pour ton enfant. Hein. Absolument, parce que là, bon, c'est plus possible. Tu peux pas rester dans cette situation. Malgré toute l'énergie que tu mets pour que ça se passe bien, il faut vraiment que quelque chose se passe, à mon avis. Hein. Valérie, moi, il manque de créativité. Il est très bordélique. Bricolage, ne sent pas bien face à ça. Alors, mais c'est pas forcément du bricolage. Il y a plein d'autres choses. Alors, oui, Nadou, tout à fait. Pas de feutre de crayon de couleur dans la chambre. Moi, elle n'a rien dans la chambre. Alors, j'ai dit dans sa chambre. Bon, c'est une erreur, en fait. C'est pas dans sa chambre. Moi, tout est dans mon salon, dans une armoire. Quand elle le veut, elle le demande. Ils sont là. Je ne les laisse pas dans sa chambre.
Sauf que bon, maintenant, depuis quelques temps, elle a un petit peu grandi, donc de temps en temps, je laisse des petites choses dans sa chambre, mais c'est moi qui maîtrise tout cela, parce que moi, je veux pas qu'elle les casse aussi, je veux pas qu'elle les abîme. Par exemple, petite idée, je lui achète des petites palettes de maquillage pour qu'elle s'amuse les jours de week-end, par exemple, pourquoi elle aime bien tout écraser, puis en foutre partout dans la chambre. Donc ça, j'ai arrêté, parce que j'ai vu qu'elle n'était pas capable de faire attention à son matériel. Donc ça, je le garde de mon côté. Mais par contre, il faut les avoir à la maison parce que ça permet quand même de proposer, si vous voulez, des activités. Alors Valérie, ben oui, voilà, évidemment, si vous gribouillez les murs, c'est pas du tout possible, ça. Non, non, non. Mais par contre, voilà, quand Valérie me disait, bon, il n'est pas trop bricolage, il y a certainement des choses qu'il aime faire. Donc, c'est pas forcément du bricolage. Ça peut être des occupations très ludiques. Il y a aussi des jeux avec des questionnaires, avec des machins. Il existe des choses, mais il faut qu'il puisse faire tout seul. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est qu'il puisse le faire seul. Mais qu'il puisse avoir cet esprit de créativité. Alors, il y a des personnes aussi, des enfants qui aiment écrire, par exemple. Voilà, moi, je sais que j'étais beaucoup comme ça. J'aimais dessiner, écrire. Donc, si il aime écrire, proposez-lui, bah, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me fasses, tu me racontes une histoire maintenant, sur tel sujet, puis on va la lire après en famille, et puis, ou tu me fais des paroles sur une chanson qui existe, tu enlèves la voix, puis tu écris les paroles. Ça, ma fille, elle faisait ça aussi, mon grand aussi, mon deuxième, là, faisait ça aussi. Donc voilà, ça leur permet au moins de faire fonctionner leur cerveau qui est à 100 000 à l'heure et de pouvoir se détendre mentalement. Ça, ils en ont besoin. Je vais enchaîner un petit peu pour pas qu'on perde trop de temps quand même, mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'interpeller entre-temps, il n'y a pas de souci, je répondrai. La deuxième clé, je dirais, c'est de ne plus couper le dialogue avec votre enfant. Il faut plus couper ce dialogue parce que quand on est toujours sous tension, on a tendance à ne plus communiquer finalement en toute sérénité, on est plutôt dans le reproche, on est dans la contradiction, dans l'opposition. Il faut éviter d'être que dans ça. Par moment, on n'a pas trop le choix, mais il ne faut pas être que dans ça. Donc, c'est vraiment cette communication que vous allez entretenir finalement. Ben, d'abord, lui, ça va le stimuler aussi à le faire de son côté. Et puis, vous allez entretenir un lien. C'est important, ça que cette communication elle soit là vraiment pour préserver ce lien. S'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de lien. Et vous le savez parce que c'est pareil dans le couple, c'est pareil dans toute relation en général entre êtres humains, même avec votre patron ou avec votre associé ou avec une partenaire de travail ou une amie. S'il n'y a plus la communication, il n'y a plus le lien. Donc la communication, c'est réellement ce qui va être le moteur de votre relation. Donc dans votre communication, ça veut dire quoi? C'est demander toujours pour être sûr qu'il va bien. Lui demander tout le temps, bon, est-ce que ça va aujourd'hui? C'est des mots tout simples que moi, par exemple, j'ai vu, je ne prononçais plus avec mon grand. Coucou, ça va? Je ne le faisais plus, ça. C'est tout de suite, il n'y avait même plus de bonjour. On se parlait directement, on se gueulait vite dessus. Enfin, c'était pas une vie. Donc maintenant, je m'oblige à chaque fois à lui dire, coucou, ça va? Est-ce que tu vas bien? Tu as passé une bonne journée? Alors, il a été le premier surpris, bien sûr, quand je lui avais dit ça. Mais maintenant, c'est lui qui a l'habitude aussi de le faire. Coucou maman, ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui. Alors, tout va bien pour toi? Oui, ça va. Et toi? Bon, c'est tout bête. Mais même si on est sous tension tout le temps, c'est très important d'avoir cette petite porte ouverte où on se dit, voilà, comment ça va? Je m'inquiète de comment tu vas et j'ai besoin de le savoir. Ça, c'est très important qu'il puisse entendre cela de votre bouche. Et le papa, pareil, hein, bien sûr, si le papa est là aussi, il faut vraiment qu'il y ait cette petite attention. C'est pas grand-chose, mais le coucou, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Voilà, ça permet d'entretenir cette relation, justement. Et puis, c'est aussi un moyen, finalement, d'être un peu au courant des émotions qui traversent sur le moment. Parfois, le coucou, ça va, comment tu vas bien? Des fois, ça peut être la réponse, c'est franchement, en ce moment, ça va pas très très bien. Bon, je suis pas très bien. Donc, c'est le moment pour vous dire, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux bien me raconter? Et puis, le lien continue, vous voyez? Et on n'est pas obligé de parler de toutes les contraintes qu'on a à faire, des obligations, des choses qui doivent être faites, les consignes, machin, tout ça. On ne doit pas passer la communication, que par la consigne. Parce que sinon, c'est de la colocation, quoi. Vous n'êtes plus vivre ensemble, vous voyez?
Nadouassi, il y a des bisous, des câlins. Par contre, le matin, il a du mal à se lever. Il me dit qu'il est fatigué. Oui, parce que c'est vrai que souvent, les enfants TDAH ont beaucoup de mal à l'endormissement. C'est très compliqué. Donc, souvent, moi, je vous invite à leur prescrire ça peut se faire sans prescription d'ailleurs, de la mélatonine. La mélatonine, c'est vraiment quelque chose. Pardon, le fait de parler de mélatonine, je baille. C'est vraiment, pardon, c'est vraiment un traitement qui est tout à fait naturel. Hein. C'est simplement la mélatonine, c'est une hormone qu'on produit naturellement, mais qui n'est pas assez importante dans l'organisme du TDAH. Et donc, ben voilà, ces petites carences provoquent finalement des difficultés dans l'endormissement. Donc, c'est vrai que le matin, souvent, ils sont très fatigués. Alors ça, moi, je vois pour les trois, ça leur a passé à partir de 12-13 ans. Après, ça a été fini. Ils ont eu une bonne gestion quand même de la mélatonine au début. C'est un peu compliqué. Donc ça, voilà, s'il a la mélatonine, c'est génial. Après, il y a des petits rituels que vous pouvez mettre en place. Une petite musique douce, le câlin le soir. Le soir, on peut dire aussi, bah, alors ce soir, on enterre l'âge de guerre, on se dit pardon, on s'excuse, on parle plus de qui a fait quoi, puis on repart sur de bonnes bases. Ça aussi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup le soir pour pouvoir vraiment donner de bonnes conditions pour l'endormissement, les câlins, vraiment prendre ce temps qui est très important à tous les deux, quoi. Voilà. Alors, parfois, on a aussi des enfants, ou même soi-même, on n'est pas très fort pour parler. Vous savez, vous avez vu, on n'est pas des super communicants, l'enfant lui-même n'est pas très verbal. Bon, voilà, c'est un peu compliqué de discuter. Ça peut-être être le cas de Marion, par exemple, qui a un enfant qui a beaucoup de mal à verbaliser les choses, qui a beaucoup de mal à dire les choses, à exprimer. Et bien, parfois, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir faire de l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, il y a multiples façons de le faire. Ça passe pas que par le dessin, ça passe aussi, bien sûr, par le dessin. Mais ça peut être aussi à travers le chant, ça peut être à travers la danse, ça peut être un moment vraiment où vous êtes ensemble et vous allez pouvoir renouer avec les émotions de l'un et de l'autre, quoi. C'est-à-dire que sans avoir à verbaliser les choses, on peut simplement exprimer une émotion d'une autre manière. Et parfois, ça peut faire beaucoup de bien. Donc, ça peut être un petit moment de délire où on met la musique à fond dans la maison et on saute et on bouge dans tous les sens, histoire de tout lâcher, de tout décompresser. Souvent, ça finit en fou rire. Ça peut être aussi, on se met l'écran de la télévision, on met un petit karaoké, on chante ensemble, on fait voilà, on fait quelques morceaux ensemble, ça détend, ou le soir, on allait se coucher. Voilà, ça peut être très sympa. Mais ça peut être aussi, moi, souvent, ce que je faisais avec ma fille, on se partageait un cahier de coloriage. Il y en avait une qui prenait une page, puis moi l'autre. Et puis, on dessinait ensemble, puis on se regardait mutuellement ce qu'on faisait. On n'avait pas besoin de discuter. C'était dans le silence, pourquoi pas avec une musique douce. Et on était bien et on renouait quelque chose à ce moment-là. C'est indicible, hein, c'est très, très fin, mais en même temps, ça permet vraiment d'entretenir cette relation avec l'enfant. Nadou. Alors, c'est moi qui le sors du lit, je le pousse jusqu'au WC, c'est pénible à force et dès le matin. D'accord, alors ce qui serait peut-être intéressant, c'est de calculer finalement combien d'heures de sommeil Nadou il a. Tu m'as dit qu'il avait 9 ans et demi, donc ça commence à être un grand garçon. Quelle heure il se couche, à quelle heure tu penses qu'il s'endort et à quelle heure il se lève. Donc ça, c'est un peu intéressant, puis de voir aussi quel est le rituel du matin. Marion, je vais me renseigner pour voir s'il y a de l'art-thérapie par chez moi. Alors, peut-être qu'il y en a, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Mais l'art-thérapie, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément une thérapeute. Bon, moi, je suis art-thérapeute dans la vie, par exemple. Hein. C'est-à-dire que moi, je travaille par le biais du chant, de la voix. C'est quelque chose qui est juste magique parce que je travaille beaucoup avec les adultes, entre autres, beaucoup avec les ados. Aussi, les ados, j'aime beaucoup travailler avec eux. Ce sont souvent, des tombes. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à parler. Et c'est vrai que l'art-thérapie, que ça soit par le dessin ou par la voix, j'obtiens des résultats incroyables, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. On peut de toute façon facilement sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas. L'essentiel, c'est d'être aussi prête à recevoir, accueillir l'émotion qui vient. Si ça pleure, si ça crie, ça crie, non, je pense pas quand même. Mais c'est surtout que ça peut lâcher vraiment. Et c'est vrai que c'est important d'être là pour accueillir. Ça, c'est très important. Valérie, c'est ce que je fais avec lui, je dessine avec lui, et il est très réceptif. Voilà. Donc ça, c'est des modes certainement qui lui conviennent totalement.
et qui peut lui permettre vraiment de désamorcer des choses qui parfois sont un peu trop dures à exprimer. Voilà, moi je pense qu'on connaît nos enfants, on sait ce qui fonctionne le mieux, hein, clairement. Alors Nadou, 20h30, 7h30, donc c'est largement suffisant. Est-ce que, parfois 20h, nickel, est-ce que il s'endort rapidement? Donc ça c'est intéressant de savoir. Et qu'est-ce qu'il fait avant de dormir? Important aussi. C'est des petites choses comme ça. À quel moment il prend sa mélatonine aussi? Est-ce qu'il le prend au moment d'aller dormir ou un peu avant? Ça aussi, c'est des questions qu'il faudrait se poser. Donc, vous voyez que l'art-thérapie, c'est une manière aussi de renouer le dialogue avec votre enfant. Et puis, parfois, un enfant qui ne parle pas trop, c'est vrai que des fois, juste à travers un travail comme ça de dessin, des fois, l'enfant peut commencer à dire des choses, il peut commencer à exprimer parce que pourquoi? Il va sortir de son cerveau gauche, qui est le cerveau de la mentalisation, de la construction, réflexion, et il va plutôt aller dans son cerveau droit, où là, il va vraiment être dans le cerveau de la créativité, du lâcher-prise, de la détente, de l'émotionnel, voilà, du souvenir. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous, sans l'avoir le forcé d'ailleurs, pour qu'il puisse verbaliser les choses. Alors, s'il s'endort facilement, un ado, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut faire attention parce que parfois, on passe à côté de choses très importantes. Parfois, l'enfant, quand vous voyez qu'il s'endort très tôt, c'est qu'il est fatigué déjà. Et que vous voyez qu'au bout de tant d'heures de sommeil, il n'est toujours pas assez reposé, il faut faire attention qu'il ne fasse pas d'apnée du sommeil. Parfois, on a des enfants qui font beaucoup d'apnée du sommeil. Ça peut être un des symptômes troubles associés au TDAH. Il y en a beaucoup de TDAH qui ont des apnées du sommeil. Et ça, il faut s'en préoccuper parce que malheureusement, le cerveau ne se repose pas suffisamment. Et l'enfant est vraiment en souffrance toute la journée. C'est-à-dire qu'il est épuisé. Ça peut être aussi une raison pour laquelle l'enfant peut être très irritable et peut avoir du mal à canaliser justement certaines émotions. Donc voilà, Nadou, peut-être qu'il faudrait demander à son médecin s'il n'y a pas un petit peu, si vous sentez que votre enfant est souvent fatigué, qu'il baille beaucoup toute la journée, qu'il est très, voilà, qu'il a du mal à rester attentif, qu'il a vraiment le trouble de l'attention mais multiplié. Vous voyez que ça devient très lourd. Je pense qu'il est intéressant d'aller chercher un petit peu de ce côté-là. Candice, bonjour. Candice, ah, finalement, elle est là, Candice. Donc, c'est parfait. Merci d'être là malgré les aléas et les contraintes de la vie. C'est très gentil. Nadou, alors, il lit un livre super. Il l'apprend au repas du soir à 19h. Donc, c'est génial. C'est suffisamment tôt pour que ça agisse au moment du coucher. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose derrière qui est plutôt de l'ordre du médical. Il faudrait peut-être aller chercher. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Les apnées du sommeil, c'est beaucoup d'enfants. Alors, il n'a pas de surpoids, par exemple, parce que ça peut être aussi ça. Des fois, le surpoids peut provoquer de l'apnée du sommeil, mais pas que. Ça peut être simplement un symptôme qui est là et dont il faut se préoccuper assez rapidement. Donc, je vous ai présenté la première clé pour les mamans qui se sentent trop dans l'éducation et pas assez dans le côté maternel et qui veulent redonner du sens à ce qu'elles vivent avec leur enfant. Donc, ne donnez pas trop d'importance aux troubles, essayez de relativiser, de voir plutôt des choses positives en votre enfant. Ne coupez plus le dialogue avec votre enfant, essayez d'être plutôt dans la communication, pourquoi pas dans l'art-thérapie. Voilà, il est mince, donc c'est pas ça. Donc, allez voir un médecin. Franchement, hein. Voilà, soyez plutôt dans la communication et pour toujours être sûr que tout va bien. Dites des phrases toutes simples comme coucou, est-ce que ça va bien, comment tu te sens, comment tu vas aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait, intéressez-vous à lui. Et puis aussi, bien sûr, l'art-thérapie qui peut être un magnifique moyen de renouer la communication quand c'est parfois un petit peu tendu. Alors, déçu d'avoir raté le début, ça m'intéresse justement, ma fille a des troubles du sommeil. Alors, je parlais pas du trouble du sommeil, là, on en a parlé rapidement. Parce que justement, voilà, ce sont des symptômes qui sont assez récurrents chez l'enfant TDAH. Et Nadou donc disait que l'enfant était très difficile à se lever. Donc je pensais que peut-être il pouvait y avoir des troubles associés, notamment du trouble du sommeil. Alors oui, voilà, il y a des tests à faire. Alors si jamais on vous demande de faire des tests du sommeil, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut mettre à votre disposition un appareillage qui va être un appareil qui va
étudier le sommeil de l'enfant avec des petits systèmes de ventouses, que ce soit à la tête, à la poitrine. Donc l'infirmière va venir poser l'appareil chez vous et il peut dormir dans sa chambre sans être à l'hôpital. Parce que franchement, c'est très contraignant, surtout pour un enfant, ça peut être déstabilisant de devoir être à l'hôpital avec tous ces appareils. Là, on peut venir vous le poser directement et l'enfant peut tout de suite, au bout d'une nuit ou deux, je ne sais plus si c'est sur une nuit ou deux, on peut étudier le sommeil de l'enfant et savoir justement s'il y a de l'apnée ou s'il y a autre trouble. Mais en tout cas, il faut s'en préoccuper, il ne faut pas laisser passer. Sachez-le, ça c'est un petit truc que je vous donne et qui est bon à savoir. La troisième clé, c'est n'imposez pas, interrogez. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais on est tout le temps en train de donner des consignes et des ordres et on est finalement dans une hyper-autorité. Ben voilà, vous ne le savez pas, comme dit, donc maintenant vous le savez. Donc il faut faire attention déjà au ton de la voix que l'on utilise. C'est un schéma des fois où on rentre dedans puis on n'arrive plus à s'en sortir, n'est-ce pas Nadou? On en parlait tout à l'heure en début du live quand on n'était que toutes les deux. Donc c'est important vraiment d'avoir un ton de voix où on n'oublie pas qu'on s'adresse à des enfants. Moi, parfois, je suis complètement terrassée quand je vois des mamans qui s'adressent à leurs enfants comme si elles parlaient à leurs potes. Du genre, je vous le dis, moi ça me choque. Hein. Alors j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Hein. Mon Dieu, si vous êtes comme ça, arrêtez tout, hein, parce que là, c'est pas bon. J'en vois qui disent, non mais tu te fous de ma gueule, mais toi tu me prends pour un con. Hein. Mais arrête, on dirait un mongol. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est pas votre pote, votre enfant. Alors peut-être que vous êtes jeune dans votre esprit, que vous êtes plutôt une jeune maman, plutôt fun et tout ça, mais n'oubliez pas, mon Dieu, que c'est un enfant que vous avez à côté de vous. C'est pas un pote de 35 ans, c'est pas un adulte. En plus, je veux dire, c'est tellement cru, c'est tellement vulgose, c'est tellement, enfin, c'est pas de l'amour, quoi. C'est, je sais pas comment on va appeler ça, mais faites attention, parce que le ton de la voix et les vocabulaires que vous avez avec lui peut être vraiment inscrit dans son cerveau. Et puis sachez une chose, alors je vois Nadou qui dit j'ai l'impression que j'aboie, ben, alors si tu as une impression, tu peux être sûr que c'est ça. Il faut vraiment changer de ton, parce que le problème c'est que vous programmez votre enfant à fonctionner de cette manière, et dites-vous bien qu'il fera pareil avec ses enfants. Je ne pense pas que c'est ce que vous lui souhaitez. Donc votre enfant, il doit comprendre une chose, c'est que vous devez vraiment avoir un ton qui va être tout de suite un cran en dessous quand vous êtes avec votre enfant. Il faut vraiment qu'il sente que vous avez un rapport de parent. Le rapport de parent, en fait, c'est celui qui protège, qui accompagne, qui guide, qui apprend, qui éduque. C'est pas celui qui incrimine, qui compare ou qui juge. Parce que là, on n'est pas dans dans un rôle de parentalité. On est vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le rôle d'un parent vis-à-vis d'un enfant. Donc c'est faites très attention de ne pas avoir ce ton de voix dur avec de la vulgarité. Non, non, non. Interdisez-vous absolument cela. Quand vous avez quelque chose à dire et qui doit être dit avec force, vous pouvez à un moment donné aussi le ton, bien sûr. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais parfois, il faut être un peu sèche. Et puis, ça permet aussi que l'enfant sente que, là, il a dépassé les limites. Mais il ne faut pas que ce soit continuellement dans un ton très haut. Parce que sinon, il ne fera aucune discrimination. Il ne sera pas du tout capable de savoir quand vous êtes vraiment énervé et quand vous ne l'êtes pas. Et quand vous êtes juste un peu agacé. Donc, le ton de la voix, mais aussi la forme impérative. Ne fais pas ci. Arrête de me casser les pieds. Vous voyez cette forme impérative? Non. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter de crier? Ça me fatigue. J'ai besoin de calme. C'est pas la même chose. Ne fais pas ci, c'est plutôt je n'aime pas quand tu fais ça, donc tu arrêtes tout de suite. Je te demande de t'arrêter. C'est pas la même chose. Les formulations de phrases que vous pouvez avoir avec le ton de voix, vous allez voir que ça va avoir un tout autre impact. Alors, j'ai des mamans qui me disent, non mais alors moi, ça ne marche pas. Non, c'est pas vrai ça. Ça ne marche pas parce qu'effectivement, si vous le faites une fois comme ça, de temps à autre, effectivement, ça ne marche pas. Il faut juste rééduquer votre enfant dans une forme plus positive. C'est pour ça qu'on appelle ça l'éducation positive. C'est ça en fait l'éducation positive. C'est pas toujours aller dans son sens et être toute mielleuse avec son enfant, c'est pas du tout ça. C'est simplement changer sa forme de phrase, changer son ton de voix, être beaucoup plus dans l'écoute, les compréhensions, et qu'effectivement, quand les bornes sont dépassées, il faut le dire, et parfois avec un peu plus de force, mais on n'est pas obligé d'aboyer, comme disait Nadou tout à l'heure. Bah oui, c'est malheureux.
Oui, c'est malheureux parce que finalement, votre enfant ne voit qu'une personne qui crie. Mettez-vous à sa place. Vous êtes toujours face à quelqu'un qui vous crie dessus. Au bout d'un moment, vous êtes lasse. Ça vous fatigue, mais ça ne vous donne pas envie d'obéir. Loin de là. Vous allez créer finalement une confrontation, vous allez créer une opposition. Et l'enfant, lui, ce qu'il va avoir, c'est juste une personne qui l'agace et qui, dès qu'il peut, il va essayer de faire le contraire de ce que vous lui demandez. On est tous faits pareil. On réagit tous comme ça à l'agressivité. Vous savez, l'agressivité, quand elle est permanente, à un moment donné, ça vous saoule. Imaginez-vous, dans le cadre du travail, par exemple, quelqu'un qui vous gueule dessus tous les jours. Vous croyez que quoi? À la fin de la journée, vous allez dire à votre collègue de boulot, ah oui, non, mais je la comprends, bon, il faut quand même que je fasse attention. Non, vous ne dites pas ça à votre collègue de travail. Vous dites, mais celle-là, elle me gonfle. Dès que j'aurai l'occasion, je vais lui faire la misère. C'est ça que vous vous dites. Parce que vous en avez ras-le-bol. Donc dites-vous bien que votre enfant, c'est la même chose. Vous avez beau être sa maman, à un moment donné, il est à saturation, il ne voudra plus écouter. Donc vraiment, le ton de voix, le vocabulaire que vous donnez, ne soyez pas toujours dans la forme impérative. De temps en temps, accordez-vous la place de dire les choses clairement, sans pour autant vociférer, en étant clair. Voilà. Alors, il a déjà un top en plus, oui, c'est complètement ça. Oui, mais le top, moi, mon fils a un top, hein, mais dès le moment où j'ai commencé à changer ma façon de parler, je vous garantis que j'ai eu l'effet miroir tout de suite, hein, assez rapidement. Je veux dire, il a redescendu d'un cran. Moi, je me rappelle des moments où j'avais vraiment pris la décision de faire que ça change. Je me rappelle que je lui ai dit, alors attends, tu es en train de me parler comme ça. Est-ce que tu penses... Alors il me coupait la parole, je lui ai dit, attends, tu me laisses parler. Je suis en train d'essayer de parler avec toi. Si tu veux pouvoir entendre la fin de ma phrase, je te demande de m'écouter maintenant. Donc là, forcément, tac, il s'est arrêté. Et pourtant, il était bouillonnant. Hein, et je lui dis, bon, alors écoute-moi maintenant. Tu veux avoir raison, c'est ça? C'est ce que tu veux? Tu veux avoir raison à la fin? Et ça va t'apporter quoi d'avoir raison? Tu seras tout seul dans ton coin avec ton idée d'avoir raison. Mais concrètement, ça n'avancera rien dans ton histoire. Donc l'intérêt pour toi aujourd'hui, c'est d'écouter ce que j'ai à te dire et éventuellement de te proposer des solutions qui pourront te faire avancer, qui pourront t'aider. Et là, oui, je sais. Bon, non, tu ne sais pas. Tu n'as pas fini encore d'écouter. Donc, laisse-moi raconter ce que j'ai à te dire et ensuite tu pourras me dire ce que tu en penses. Pour le moment, tu n'as rien écouté. Est-ce que je peux continuer maintenant? Oui. Donc voilà. Je pense que parfois, il y a des formulations de phrases, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûre, certaines, mais il y a des formulations de phrases, effectivement, où on sent de la force sans qu'il y ait le ton de voix qui soit haut. On peut simplement imposer par le regard, le doigt. On est impératif dans notre intention, mais dans la forme de phrase, est-ce que tu peux me laisser parler maintenant? Vous voyez que quand, imaginez-vous quelqu'un qui vous parle comme ça, est-ce que tu peux me laisser parler maintenant? Je peux finir? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez tout de suite. Et pourtant, il n'y a pas eu de manque de respect. Je n'ai pas été dans la forme interrogative. J'ai posé une question. Donc, ça reste ouvert. La question, ça veut dire que ça reste ouvert, puisque je lui laisse la possibilité de répondre. Mais en attendant, dans mon ton de voix, il a senti la forme où, effectivement, j'avais le dessus. Ce n'est pas lui qui décide. Donc, c'est très important de pouvoir continuer à entretenir une relation qui soit toujours avec l'accueil de la réponse de l'autre et avec vraiment une écoute mutuelle. C'est très important. Nadou, il faut vraiment que je change, ça va me faire du bien de travailler aussi. Ah oui, je pense aussi, parce que le fait de travailler, on voit d'autres personnes, on est moins saturé, mentalement, on voit autre chose, donc ça fait du bien. Valérie, j'ai eu ça hier, il a commencé à se faire remarquer, embêter son frère, j'ai parlé d'une voix calme et posée, et ensuite je lui demande ce qui n'allait pas, on a pu en discuter, il a su s'apaiser. Mais oui, si vous amenez de l'apaisement dans votre discours, vous récolterez de l'apaisement. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, permettez-lui toujours de pouvoir avoir une réponse de sa part. S'il sent que le champ est ouvert et qu'il peut répondre à ce que vous lui posez comme question, forcément, il se sent respecté, il a plus envie de vous écouter. Donc ça, c'est important. Évidemment, ça va vous demander beaucoup de patience, parce que si vous êtes tout le temps au 10e niveau, forcément, vous allez avoir du mal. Mais il faut respirer un grand coup, vous allez faire un petit tour, puis vous revenez. Mais vraiment, il faut cultiver la patience. C'est très important pour vous qui êtes maman d'un enfant atypique. Hein. Très important. Et enfin, la 4e clé, c'est donner du temps à l'amour. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est tellement important. Laissez de la place au câlin, à la tendresse. Complimentez-le.
Parce qu'en le complimentant, vous allez pouvoir recevoir son sourire, vous allez recevoir sa bonne humeur. Si vous êtes toujours en confrontation, qu'il n'y a pas de place pour lui, franchement, vous le perdez. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous sont capables de le dire. Oui, c'est vrai que je l'ai perdu parce que je suis trop dans l'agressivité. Votre enfant, c'est un petit être humain de venir qui va être vraiment un adulte plus tard, qui va pouvoir lui aussi un jour avoir ses propres enfants ou qui va peut-être mener une équipe au boulot. Il faut lui montrer qu'il va être quelqu'un de bien. Si vous lui montrez que communiquer avec une personne, c'est aboyer, comme dit Nadou, et toujours être dans cette confrontation, toujours, il ne sera rien d'autre que de faire ça. Donc, il n'est pas trop tard, vous avez encore la possibilité d'agir, de faire quelque chose. Donc, on le complimente, on attire son sourire, on met du câlin, on met de la tendresse. Octroyez-vous vraiment un moment aussi ensemble chaque semaine pour vraiment continuer à partager. On a ma petite Vanille, vous voyez, ma petite chatounette, qui vient me faire des câlins. Donc, vraiment continuer à partager avec lui. Et parfois, c'est simplement se donner, vous savez, des fois, ça peut être une petite soirée vidéo avec l'enfant chaque semaine. Allez, vous savez, c'est des petits rituels que vous avez entre vous, qui ne vous appartiennent qu'à vous. Je ne sais pas, moi, ça peut être tel jour, en sortant de l'école, on a le droit d'aller au parc. Ou tel soir dans la semaine, il n'y a pas l'école le lendemain, on se fait une vidéo tous les deux. Ou, je ne sais pas, tous les mercredis après-midi, ben, on va boire un petit soda au bar du coin. Enfin, il faut, ou une balade en forêt, enfin, il faut créer des rituels où il sente que c'est un moment qui est vraiment pour lui, quoi. C'est vraiment que pour lui, où il sent qu'il est vraiment à l'écoute et puis que lui, on l'écoute aussi et qu'il est considéré. Il a besoin de considération. Ces petits rituels que vous avez installés entre vous, c'est une forme de considération et c'est très précieux. Donc, les moments parents-enfants ne se limitent pas qu'à la contrainte, au faire, vous savez, à toutes ces choses qu'on doit mettre en place chaque semaine. Oui, c'est important parce qu'il faut de l'ordre dans une maison, surtout quand il y a plusieurs enfants. C'est normal. Dans une famille, il faut de l'ordre, il faut des règles. Mais ça ne doit pas être que ça. Parce qu'à ce moment-là, vous avez tout paumé, quoi. Vous avez tout perdu. Nadou, oui, c'est dur, la patience aussi. Alors, c'est pas dur pour tout le monde. Moi, j'étais pas quelqu'un de patiente. Et je me suis aperçue qu'en utilisant la patience, je récoltais tellement de choses positives qu'en réalité, j'ai adoré être patiente. Mais c'est vrai que je n'étais pas quelqu'un de patiente. Et je me suis forgée, j'allais dire, oui, je me suis forgée, j'ai cultivé ça tous les jours un petit peu. Alors des fois, j'y arrivais pas, puis je continuais, puis j'y arrivais un peu mieux. Puis au fur et à mesure, c'est quelque chose vraiment qui m'a pris un petit peu de temps, mais pas tant que ça finalement, parce que je dirais qu'au bout d'une semaine ou deux, je commençais à prendre des habitudes. C'est-à-dire que je savais que j'observais aussi, parce que j'étais dans une transformation consciente. Donc, je le faisais consciemment, ce n'était pas par hasard. Et donc, j'observais aussi. C'est-à-dire que j'observais qu'est-ce qui se passait quand j'arrivais à être patiente. Je me rendais compte que, ah ouais, ça, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux parce qu'on est beaucoup plus écouté, on a des sourires, on a des réactions auxquelles on ne s'attendait pas. Puis on se dit, waouh, c'est génial. Et puis l'enfant vient vous le dire, ouais, maman, c'est bien, en ce moment, t'es vachement sympa, j'adore. Et puis, c'est pas pour autant qu'il arrive quand même à respecter certaines règles à la maison. Donc, finalement, quand on voit tout ce que ça nous rapporte, on n'a qu'une envie, c'est d'être patiente encore et encore. Comment on fait si on est seul pour passer du temps seul avec chaque enfant? Alors, des fois, c'est pas possible, Nadou. C'est vrai, des fois, c'est pas possible, mais est-ce que c'est l'aîné, Nadou? Parce que si c'est l'aîné, par exemple, vous pouvez très bien, tu peux lui dire, écoute, maintenant tu es grand, tu le prends à part, hein, bien sûr, des autres enfants, puis tu dis, écoute, maintenant tu es grand, écoute, ce jour-là, étant donné que tu n'as pas l'école le lendemain, je t'accorde un peu plus que les autres iront au lit, et puis nous on se regardera une vidéo, par exemple. Ça peut être un moment où les enfants sont quand même là à faire quelque chose, ou ça peut être, je sais pas moi, pendant que les petits jouent dans leur chambre, vous pouvez aller voir le grand, puis faire un petit capla en ce moment avec lui. Vous savez, les petits trucs en bois, je ne sais pas si vous avez ça, mais... et puis on fait un jeu ensemble. Ou ça peut être un matin, je le lève un peu plus tôt, et puis on discute ensemble, et on se fait le petit déj ensemble. Il y a des tas de façons de le faire. Donc, quand vraiment c'est pas possible, on le fait avec les deux enfants. Mais c'est important d'avoir vraiment ce moment où ces enfants, ils sentent que la maman, elle peut être disponible aussi et que c'est pas qu'une maman éducatrice. Voyez le truc? Voyez la différence? Il faut sortir de ce jeu-là d'autorité tout le temps.
il faut avoir des moments entre vous. Ça, c'est primordial. Moi, j'en ai plein des moments avec mes enfants. La dernière fois, je me rappelle, mon grand, là, de 15 ans, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais qui avait fait une grave dépression en début d'année. Bon, c'était dû à une dysphasie qui n'avait pas été diagnostiquée. Donc, ça faisait des années qu'il galérait dans les apprentissages, puis il a fini par faire une dépression. Bon, on a tout de suite pris les choses au sérieux, il a été pris en charge, il n'y a pas eu de problème. Bon, donc il avait du temps à la maison avec moi, pendant que moi je bossais pour vous, entre parenthèses. Et puis lui, il était à la maison, puis là, à un moment donné, il s'ennuyait. Je dis, bah écoute, tu sais quoi, on va lâcher tout le boulot, là, tous les deux, et puis on va aller voir les chevaux derrière à la maison, là-bas, au pré, on va aller faire une petite balade tous les deux. Il m'a dit, ah ouais, bah ok. Et puis, c'était pas préparé, mais on a eu un moment où on s'est baladé que tous les deux. Il a 15 ans passés, hein, donc il est grand, quoi. Je veux dire, c'est plus trop des choses qu'on fait tous les deux, mais on l'a fait. C'était fait de rien, juste du temps. Et puis on en a profité, il y avait une belle journée, et puis on est allé voir les chevaux, on est parti peut-être 1 heure, mais ça nous a fait un bien fou, il était vachement plus calme après. Moi, je me suis remis au boulot après, j'étais plus disposée, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a touchée parce que j'ai vu qu'il était aussi capable d'avoir ces moments-là avec moi. Donc, vous savez, si vous n'êtes pas l'investigatrice de ces moments-là, c'est pas eux forcément qui vont venir vous le demander, même à 15 ans. Nadou, il a des caplas et plein de Lego. Ben voilà, donc ça veut dire qu'il est vachement dans la construction, tout ça. Donc, il faut aller dans son terrain d'excellence. Si tu vois que là, c'est un truc qu'il adore faire, ben fais-le avec lui. Il va être enchanté, c'est sûr. Candice, on a instauré de partager un moment, un parent, un enfant. Super, ça. Ça, c'est une très bonne idée. Ou un parent avec les enfants pour que l'autre parent souffle et rattrape le ménage. Mais oui, d'accord. En même temps, on peut joindre l'utile à l'agréable. Eh bien, ça fait du bien aux enfants, c'est vrai, mais j'ai remarqué que ça crée beaucoup de conflits entre les enfants. Ils se chamaillent pour être avec nous. Comment faire? Alors, ils se chamaillent pour être avec nous. Vous dites que vous partagez. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi ils se chamaillent si c'est partagé. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais vous signaler, parce que j'arrive au bout de ce live, je voulais vous signaler que je voulais instaurer quelque chose de tout nouveau. C'est vrai que la communauté Maman TDH et Femmes Heureuses est une communauté qui est ouverte au public, bien sûr, mais qui ne vous permet pas de poster vos propres posts. Alors, je reste toujours dans cette optique parce que je pense que c'est très important de ne pas avoir un flux de tout et n'importe quoi. Et que l'intérêt, c'est surtout de pouvoir vous proposer quelque chose qui vous fasse avancer. Néanmoins, les lives sont là aussi pour instaurer des moments d'échange et de partage. Ça n'empêche pas, il y a des liens qui se sont créés, donc je peux le constater par moi-même. Hein. Et je pensais qu'il était important quand même de pouvoir être encore un peu plus à l'écoute, que vous puissiez vous-même partager des choses qui vous est propre, qui est de votre vie privée. J'avais pensé à créer une journée qui s'appelle la journée de l'ambassadrice. J'aime beaucoup ce terme parce que je trouve que ça donne beaucoup de valeur aux mots qui vont être prononcés par la maman en question ou le papa. Donc, je vous propose en fait de me contacter toutes par MP. Chaque semaine, je choisirai 1 à 3 posts que je publierai et des posts qui ont du sens, qui peuvent amener beaucoup d'échanges avec les parents. Et que je posterai moi-même, je ferai un copier-coller de vos posts et je les mettrai sur la communauté. Donc l'intérêt, c'est de vraiment me poster en MP, vraiment des choses que vous avez envie de partager, des choses sur lesquelles vous avez envie d'avoir la voix d'autres mamans. Alors évidemment, je suis là pour filtrer, bien entendu, mais il me semble très important de pouvoir le faire parce que je n'ai pas envie de me battre avec des parents pour leur dire ça c'est interdit, ça c'est pas bien, donc ça j'ai pas envie, j'ai pas le temps pour ça en plus. Donc voilà, je pense qu'il est important de garder le côté qualitatif aussi de cette communauté. Je pense que vous êtes tout à fait voilà, vous pouvez témoigner hein, que cette page Facebook est réellement de qualité. On essaie toujours d'avoir du sens, du contenu qui soit constructif, qui vous amène à avancer positivement. Et c'est pas juste du blablatage et qui va dans tous les sens. Et finalement, moi j'en vois beaucoup des comme ça, c'est pas du tout intéressant. Donc vraiment, le but c'est d'avoir de la qualité et pas forcément de la quantité. Marion, très bonne idée de poster toi-même. Ben oui, c'est très bonne idée. Puis ça permet quand même de vous laisser la parole. Donc bien entendu, il peut y avoir des semaines peut-être où il n'y aura pas de post. Je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des choses importantes que vous avez envie de partager. Merci Valérie pour la bonne idée aussi. Et bien quand alors on va revenir après sur Candice. Mais voilà, donc ça c'est un moment que je vous permets pour pouvoir enfin ouvrir encore un petit peu plus cette communauté, pour pouvoir aussi recréer un peu plus de liens entre vous.
Je pense que ça me semble intéressant de le faire. Vous pouvez très bien poster aussi, si vous le souhaitez, un petit bout de vidéo, une photo, peu importe. Du moment où je filtre, voilà, tout ne pourra pas passer. Ça sera vraiment, j'essaierai de donner quelque chose qui a vraiment du sens pour vous, qui pourrait vraiment vous apporter quelque chose. Candice, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, et bien quand ce n'est pas un moment partagé, si par exemple un enfant est occupé avec moi, l'autre va venir et faire une crise jusqu'à ce que je lui donne aussi de l'attention. Le petit de 18 mois, je comprends, il est encore petit, mais ma grande de 4 ans est en âge de comprendre. Donc vous avez 2 enfants, c'est ça Candice? 18 mois ou 4 ans, ou il y en a un troisième? Parce que ce qui serait peut-être intéressant, c'est que, par exemple, celui qui fait le ménage peut proposer à l'enfant de l'aider à sa mesure, bien sûr, et c'est un moment aussi partagé avec l'autre parent, que ce soit le papa, la maman. Voilà, ça permet d'avoir quand même des moments de qualité aussi, malgré tout, quoi. Voilà, 2 enfants. Donc, c'est encore plus simple. Le petit de 18 mois, il peut rester avec papa quand papa fait le ménage ou quand papa s'occupe de lui, mais et d'avoir toujours ce moment finalement où chacun a un parent finalement. Oui, Marion, ça peut être très enrichissant, effectivement, parce que je pense que vous avez besoin de vous connecter les unes aux autres. Donc, ah voilà, le papa est présent que le week-end. Alors oui, effectivement, bon, ça paraît un petit peu compliqué. Peut-être qu'il serait intéressant, il me semble que 18 mois, on fait encore un peu la sieste, peut-être. Est-ce que je me trompe? Si le petit fait encore la sieste, c'est peut-être le moment d'avoir ce moment-là privilégié avec le grand pour qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier. Et après, il faut bien vous dire aussi que, bon, 4 mois, 4 ans et 18 mois, ça peut être aussi un moment qu'on peut partager tous les deux aussi, hein, des moments de peinture, de jeu, voilà. Il faut essayer de voir ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, peut-être pas, peut-être que pour... Ils sont petits encore pour comprendre qu'ils séparent les moments. Il y a des enfants qui sont capables de faire et d'autres c'est plus compliqué. Bon, voilà. Donc, je vous le dis, la journée de l'ambassadrice, le projet est ouvert à partir de cet instant. Vous pouvez dès à présent me poster vos idées. Et puis, je veux dire, franchement, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. J'espère que vous allez être active. De toute façon, ce live est en replay pendant 30 jours, donc vous aurez tout à fait la capacité de, pour celles qui ne sont pas présentes ici aujourd'hui, elles pourront l'entendre et elles pourront le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est ouvert. Je vous invite à le faire. Et oui, oui, c'est ça, ils sont petits encore, effectivement. C'est ce que je fais, oui, apparemment, ce n'est pas assez, il faudrait que j'ai 4 bras. Mais c'est pour ça, il ne faut pas se mettre trop de pression, il faut simplement mettre des choses en place qui soient efficaces. Voilà. Je vous laisse, je vous dis merci à toutes, je vous fais un gros bisou et à jeudi prochain, en tout cas les mamans. À très bientôt. Ciao, ciao.